Dès ma jeunesse et mon enfance et mon adolescence, j'ai été fasciné par les architectures impossibles, les constructions bizarres. Je me suis mis à dessiner très tôt, de façon relativement classique. En fait, ça c'est mon tout premier, qui est le plus simple, mais il a donné le nom à l'exposition qui s'appelle Échelle de l'univers. Dans l'adolescence, j'ai découvert les œuvres du graveur néerlandais Escher, avec justement ces perspectives et ces architectures fantastiques qui ne sont pas réalisables dans l'espace tridimensionnel. J'ai commencé également à découvrir le travail de Roger Penrose, c'était effectivement qui est devenu plus tard donc un collègue avec qui j'ai pu échanger sur ces travaux tout à fait extraordinaires. Et donc avant même de devenir astrophysicien, bien je me suis lancé dans le dessin. Et là nous nous trouvons dans cette pièce où sont exposées des œuvres que j'ai commencé à dessiner à l'âge de 20 ans et j'ai poursuivi donc cette activité jusqu'à la fin des années 1990. J'ai tissé progressivement le lien avec mes activités d'astrophysicien qui sont venues plus tard. Par exemple, ce tableau-là, qui est un dessin à l'encre de Chine, qui remonte à 1978. 1978, c'est justement l'année où j'ai fait également ma première simulation numérique d'un trou noir entouré d'un disque d'accrétion. Et donc, c'est étonnant de voir que finalement, la même année, il y a un travail purement scientifique de représentation d'un trou noir, mais en parallèle, j'avais cette représentation qui n'a plus rien de scientifique, purement esthétique, d'un trou noir, avec beaucoup, effectivement, de métaphores et de symboles, puisque on voit ici l'équivalent du puits de gravité qui va attirer l'œil vers le bas, qui va attirer la matière, avec des illusions d'optique sur lesquelles je joue avec les lois de la perspective en mettant vers le bas un point de fuite vers le bas, alors que normalement les trois points de fuite sont sur la ligne d'horizon, et en introduisant un point de fuite vers le bas, ça attire le regard vers le bas et ça donne l'illusion que le damier est concave, alors qu'en fait le damier est parfaitement rectiligne. Alors évidemment, le symbole après de la belle cathédrale en ruine, c'est un petit peu le symbole de la physique classique qui va s'effondrer sous le poids de la relativité générale, c'est-à-dire de l'espace-temps courbe. Et puis il y a également le symbole de la chute de D qui évoque la physique quantique parce que déjà en 1978, même si on n'avait pas de théorie de gravité quantique vraiment développée, on avait déjà l'idée que probablement la physique quantique devait jouer un rôle pour comprendre réellement ce qui se passe au fond d'un trou noir. Donc le mystère, il est en dehors du tableau, il est tout au fond. Donc c'est un exemple parmi d'autres dans mes diverses réalisations de l'époque sur cette interaction que j'ai pu faire entre mes œuvres d'art plastique et puis mon travail et mes préoccupations. Bon là, c'est le dessin qui m'avait donné le plus de mal, c'était celui-là. Bon là, il n'y a pas grand-chose d'astrophysique, mais c'était ma fascination pour la cathédrale de Reims, toujours avec ses chutes de dés, et puis bon, la mettre sur locomotive, c'est une sorte de voyage à Reims un petit peu spécial. Donc voilà, donc en tout, j'ai réalisé une trentaine d'œuvres, d'abord à l'encre de Chine, après je suis passé plus tard à la gravure et à la lithographie. Et donc, une gravure qui est ici, par exemple, s'appelle le Big Bang, avec également beaucoup un symbole, une sorte de vortex, et une chute de dés qui sort de ce vortex, qui est à la fois la physique quantique d'un côté, et de l'autre côté, une construction progressive, comme un petit peu l'apparition progressive des structures, qui là sont représentées par des architectures. Donc toujours un petit peu ce symbole de la métaphore. Et il n'est peut-être pas inutile de dire qu'en fait, à l'époque où je faisais ces tableaux, je n'avais pas forcément en tête la corrélation directe. C'était sans doute souterrain. Les titres initiaux, d'ailleurs, que j'avais donnés à ces œuvres, c'est la première fois que je les exposais, c'était pas Trou Noir, c'était pas Big Bang. Et c'est en fait un jour, au cours d'une visite de l'exposition, j'exposais dans une exposition collective au Grand Palais, c'est un de mes amis qui visitait, qui m'a dit « Mais enfin, ce que tu as représenté là, c'est le Big Bang, là c'est le Trou Noir. » Et je dis « Mais en fait, tu as raison, mais c'était voilà, ça avait été souterrain. » Donc voilà un petit peu ce travail en art plastique que j'ai fait pendant de nombreuses années. Ça s'appelle le Château d'Oscar parce que en fait, ça fait allusion à l'inventeur des figures impossibles qui a précédé largement Escher et Penrose, qui s'appelait Oscar Reuterswärd. C'était un Suédois. Et l'une des premières illusions d'optique qu'il a inventées, c'est l'illusion convexe-concave. Et donc, elle se trouve, cette illusion, parce que ici, c'est concave, et dans la même ligne, ça devient convexe. Il y a plusieurs
Après, au premier regard, ça ne se voit pas, hein. Il faut décoder le tableau. Et il y a plusieurs illusions d'optique qui utilisent justement cette ambiguïté entre le convexe et le concave. Donc évidemment, c'est irréalisable dans l'espace tridimensionnel. C'est ça qu'on appelle justement les figures impossibles. Ce sont des choses qui donnent l'illusion d'architecture, mais quand on essaie de la construire dans l'espace 3 dimensions, ça ne peut pas marcher, comme le triangle de Penrose ou comme les fameuses gravures de Escher, avec la cascade, qui est toujours au même niveau, et pourtant il y a une chute d'eau et tout un ensemble de choses. J'ai utilisé une structure également où ça ne se voit pas, mais il y a le triangle de Penrose. C'est-à-dire il y a une illusion d'optique qui fait que les deux plans, en fait, ici, normalement, ce sont des plans différents. Et puis à cause de cet escalier, on s'aperçoit que finalement, les deux plans se mélangent. Donc c'est comme dans le triangle de Penrose. C'est impossible à construire dans l'espace tridimensionnel. Mis à part le fait, évidemment, après qu'il n'y a pas de gravité, puisque les personnages sont un petit peu dans tous les sens. Petit détail amusant d'ailleurs, à l'époque, donc quand j'ai fait ça, j'étais très jeune, je devais avoir 18-20 ans, je m'intéressais beaucoup à l'ésotérisme, je lisais des livres d'ésotérisme, et là je me suis amusé à mettre un pentagramme magique, au lieu de mettre des étoiles, des télescopes, etc. Et j'avais mis le personnage, j'avais mis des petites cornes, comme si c'était une sorte de petit diable qui, lui, se plongeait dans les mystères ésotériques de l'univers par rapport au reste qui est plutôt, effectivement, technologique et rationnel. Je me suis mis plus récemment, mais là c'est pas dans cette salle d'exposition, c'est dans le mur d'entrée, qui est un mur d'images animées, beaucoup de choses, ce que j'appelle les cosmosaïques. Alors les cosmosaïques, alors là il y a un rapport encore plus étroit avec toute une série de travaux que j'ai fait plus tardivement sur les formes possibles de l'univers. Vous savez ce que j'ai appelé les univers chiffonnés, et qui relèvent d'une discipline mathématique qui s'appelle la topologie. Et ça faisait également un lien avec un travail de Escher, toujours ce graveur néerlandais, et de Penrose, qui avait réfléchi sur la façon de faire des pavages réguliers ou pas de certains espaces. Voilà, on appelle ça en fait techniquement des tessellations. Et donc il y a tout un art des tessellations qui avait déjà été pratiqué de façon empirique et instinctive par l'art de l'islam, puisqu'on trouve dans les mosaïques de l'Alhambra tout un ensemble de figures qui se répètent et qui reproduisent finalement ce que les mathématiciens ne découvriront qu'au XXe siècle, qu'on appelle les 18 tessellations possibles du plan euclidien. Alors après, on peut sortir du plan euclidien et faire des tessellations de l'espace de Lobachevsky, de la sphère et tout un ensemble de choses. Donc ce genre de travail topologique a intéressé des grands mathématiciens comme Penrose, Coxeter, a intéressé Escher, et moi-même, lorsque, au début des années 90, j'ai commencé à m'intéresser à des formes possibles, à des topologies inhabituelles de l'espace, eh bien j'ai été amené à étudier cette tessellation, mais plus évidemment dans le plan, mais dans des espaces quadridimensionnels pour m'en servir à modéliser effectivement l'espace de la relativité générale. Et à un certain moment, c'était lors d'une exposition que je faisais en Italie, c'était en 2005, c'était pour le centenaire 1905 des premiers articles d'Einstein sur la relativité restreinte. Donc il y avait un grand colloque international avec que des physiciens, et il m'avait offert la possibilité, les organisateurs connaissaient déjà mon travail dans les arts plastiques, et il m'avait offert la merveilleuse opportunité de consacrer une exposition à mes différentes œuvres en arts plastiques dans un magnifique centre d'exposition qui était un vieux collège dans la ville de Pavie. Et comme je voulais faire du neuf avec ces gravures qui dataient déjà, donc j'ai eu l'idée des cosmosaïques, puisque donc c'est l'époque où je commençais vraiment à travailler sur l'univers chiffonné, avec l'idée que j'ai voulu introduire, l'idée de brisure spontanée de symétrie. On en parle beaucoup, évidemment, dans les branches de la physique, par exemple en cosmologie, et on a compris, en fait, en physique, que la brisure de symétrie crée quelque chose de dynamique. Ce qui est statique, c'est figé, ça ne bouge pas. Dès que l'on introduit, donc c'est statique, c'est souvent parfaitement symétrique. Dès que l'on brise la symétrie, on crée du mouvement. Voilà. Alors c'est vrai en esthétique pure, hein, par exemple, vous ferez à l'ordinateur un visage parfaitement symétrique,
il est un petit peu ennuyeux. Il faut introduire les vrais visages. D'ailleurs, les beaux visages sont légèrement asymétriques, bien entendu. Et ça s'applique, je pense, à toutes les formes d'esthétique. Et donc, j'ai eu cette idée de transposer cette idée de brisure de symétrie en faisant ce que j'appelais des cosmosaïques, c'est-à-dire, j'ai pris comme cellule initiale, une sorte de tesselle, la cellule de la mosaïque, l'une de mes lithographies, par exemple, une que se trouve là-bas qui s'appelle Le Grand Jeu, et au lieu de la répéter tout simplement par des translation, c'est-à-dire de façon relativement statique, j'ai commencé à introduire des rotations qui brisaient la symétrie translationnelle. Et le résultat est absolument étonnant, parce que sur des panneaux de plusieurs mètres carrés sur lesquels que j'avais fait sur place, que j'avais collé, on crée subitement des paysages complètement nouveaux avec des lignes de force qui apparaissaient, des illusions visuelles également. Tout commençait à bouger. Uniquement à cause de ces brisures de symétrie. Voilà, donc j'ai fait pas mal de cosmosaïques qui sont ici représentés seulement en projection, parce que physiquement c'était un petit peu compliqué à faire, puisque les deux grandes cosmosaïques que j'avais faites en 2005 sont restées à demeure dans les salles d'exposition, parce qu'on ne pouvait plus les sortir de la salle une fois qu'elles avaient. Donc les autres cosmosaïques que j'ai faites jusqu'à récemment, elles sont sur ordinateur et on en fait des projections. Voilà, donc c'est un exemple sur l'interaction que j'ai eue entre, évidemment, mon travail, à la fois de cosmologiste sur les trous noirs, relativité générale, ses réflexions géométriques et topologiques, et certaines donc de mes réalisations artistiques. Et je pense que c'est dans le domaine des arts plastiques, que vous voyez là, que cette corrélation a été la plus évidente, puisque après, dans les autres domaines où voilà, j'ai voulu également exercer ma passion pour l'art, la poésie par exemple, le rapport est beaucoup moins étroit. En musique, si, il y a eu un rapport un peu plus étroit, effectivement, grâce à des collaborations que j'ai pu faire avec des créateurs de musique contemporaine, où nous avons essayé de transposer certains concepts liés soit au pulsar, au trou noir, ou ce genre de choses. Voilà. Donc nous sommes ici dans un vaste espace qui m'est consacré. J'ai la chance d'avoir cet espace-là. Ça s'appelle le Cosmos de Jean-Pierre Luminet. Alors ça paraît un petit peu emphatique et tout ça, mais j'aime beaucoup, c'est moi qui ai proposé ce titre, le Cosmos, parce que je prends le mot cosmos vraiment au sens originel du terme, qui est le sens grec, qui est le mot esthétique. Dans le cosmos, ce n'est pas seulement l'univers matériel, c'est l'ensemble de toutes les représentations, les sensibilités, les rapports que l'on peut avoir avec le monde qui nous entoure et que l'on n'aborde pas seulement par le langage des mathématiques, de la géométrie ou de la physique, le langage scientifique, disons, qui est certes extraordinairement efficace, mais qui, selon moi, ne dit pas tout du monde. Et donc l'approche poétique, l'approche artistique, l'approche musicale, l'approche philosophique, une certaine approche, une forme de spiritualité également, qui ne passe pas par la religion chez moi, d'autres formes de spiritualité. Pour moi, ce sont des approches qui se complètent et qui s'enrichissent mutuellement. Voilà, donc ce n'est pas un mélange, ce que vous voyez là, que ce soit mes réalisations en art plastique, les réalisations musicales, les livres, les romans, les poèmes, etc. Ce ne sont pas des hobbies, ce ne sont pas des violons dingues que je pratique à côté, c'est vraiment mon cosmos à moi. Je ne peux pas fonctionner sans mettre tout cela ensemble, et je pense d'ailleurs que je n'aurais pas fait ces travaux dans le domaine purement des sciences de l'univers, qui m'ont fait un petit peu connaître mes images de trous noirs, mes univers chiffonnés, mes crêpes stellaires, sans justement ce soubassement que je pratique depuis mon enfance, qui pour moi finalement enrichit l'imaginaire, parce que pour moi toute création, qu'elle soit scientifique ou artistique, ça sort évidemment de l'imaginaire, et on a en nous une sorte d'océan d'idées plus ou moins formulées correctement, et après on élabore ces idées avec une certaine structure, et la façon de l'élaborer, c'est pas la même chose quand on élabore un travail, une modélisation scientifique, ou quand on écrit une symphonie, ou qu'on écrit un poème, ou qu'on écrit un roman, ou que l'on fait des arts plastiques, mais dans tous les cas de figure, c'est l'imagination au départ qui est au fond de nous. Et s'il y a un écho également, évidemment, entre l'univers matériel qui nous entoure et puis ce que nous avons en nous, je cite souvent cette belle remarque de Gaston Bachelard qui parlait de la double profondeur du cosmos et de l'âme humaine. Et donc c'est cette résonance, moi, qui m'a toujours intéressé entre ce que j'essaie
c'est de comprendre de l'univers lointain extérieur, les trous noirs, le Big Bang, l'univers chiffonné, et puis ce qu'il y a en nous, et exprimer ce rapport, ça passe pour moi forcément également par une expression artistique. Alors nous nous trouvons dans une seconde salle où sont d'une part exposés des petits formats, c'est-à-dire d'autres gravures et d'autres dessins que j'ai faits, qui sont un petit peu moins architecturaux, donc j'ai essayé de varier les plaisirs. Alors il y a d'ailleurs des techniques que j'ai commencé à explorer, et les premières techniques de gravure que j'ai explorées, c'était lorsque j'ai passé quelques mois à l'école polytechnique, où je travaillais dans un laboratoire. J'avais rencontré un extraordinaire graveur qui enseignait la gravure aux jeunes polytechniciens et qui m'a appris les techniques de gravure, c'est-à-dire je commençais le burin, puis après l'eau-forte. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert la lithographie, où j'ai fait l'essentiel de mes productions. Mais ici, il y a deux gravures, il y a un burin et il y a une eau-forte. Voilà. Et puis dans cet espace-là, il y a une vitrine consacrée à ma production poétique. Pour moi, la poésie, c'est une des manières absolument essentielles d'exprimer un certain rapport au monde. C'est évidemment l'exploration du cosmos intérieur, qui est, je pense, plus mystérieux finalement que le cosmos extérieur. Donc j'ai publié une dizaine de recueils. J'ai commencé à écrire des poèmes déjà quand j'étais gosse, mais ça c'est le cas de beaucoup d'enfants, que j'espère encore aujourd'hui. J'ai commencé simplement à les publier au début des années 80, à l'époque où j'ai commencé moi-même à faire de la recherche. Alors, c'est vrai que les titres de mes recueils, alors c'est là que le rapport avec mes travaux est le plus éloigné, malgré le jeu que je me suis mis à mettre dans les titres. Les titres, quand vous voyez Noir Soleil, Itinéraire céleste, Indicateur de la lune du ciel, un trou énorme dans le ciel, on se dit tiens, il va parler d'astrophysique. En fait, je ne vois absolument pas d'astrophysique dans ces textes-là, mais j'utilise toujours effectivement cette métaphore, comme je le disais, du double infini du cosmos et de l'âme humaine, avec finalement des termes communs que l'on peut utiliser dans les deux, mais pour évidemment décrire des choses extrêmement différentes, les états d'âme pour la poésie, bien entendu, et puis une éventuelle description physique de l'univers. J'ai aussi eu la chance d'avoir la possibilité de collaborer avec de nombreux artistes, dans ce qu'on appelle des livres d'artistes, où donc par exemple, certains de mes textes, mes poèmes, donc, sont mis en image par différents artistes. Et j'ai eu quelques très très beaux projets. Il y en a deux qui sont dans une autre salle que j'ai fait avec une plasticienne qui s'appelle Brigitte Dartière. L'un d'entre eux, nous l'avions fait à l'occasion de l'éclipse totale de soleil en 1999. Et donc Brigitte Dartière avait conçu une construction tout à fait originale. Elle m'avait demandé d'écrire deux textes sur les éclipses, un texte purement poétique et un texte plus pédagogique que j'avais entrelacé à l'intérieur d'une sphère. Et elle avait cousu alternativement le texte poétique et le texte astronomique avec la phase centrale de l'éclipse où tout était cousu, où tout était caché, et progressivement donc on révélait par la poésie le sens véritable de l'éclipse. Et puis plus récemment, cet autre projet qui s'appelle Lumière, où elle m'a demandé de lui fournir quelques textes sur la lumière, qui évidemment, la lumière, matière première de l'astronome, m'a toujours fasciné, même si le noir me fascine encore davantage. Et donc, effectivement, une construction également très originale, où ces textes-là ne peuvent être lus que par transparence, parce qu'ils ne sont pas vraiment imprimés, ils sont inscrits dans un papier avec une technique spéciale qu'elle a inventée, et le texte n'apparaît que lorsqu'on l'éclaire par derrière par une lumière. C'est comme ça que ce texte peut se lire. Voilà, mais j'ai eu beaucoup d'autres projets avec d'autres artistes, notamment l'un qui s'appelle Marc Pessin. Il y a deux reproductions dans la vitrine de deux de ses livres d'artistes. L'un d'entre eux, c'est une sorte de sphère céleste complètement marouflée avec des petits points qui évoquent évidemment des étoiles, qui ne reproduisent évidemment pas le ciel réel, et une autre plus complexe qui est en fait la gravure, enfin le papier embouti et marouflé qui va avec, reproduit un des schémas d'hydrodynamique que l'on trouve dans un traité
d'Alembert, hein, qui étudiait les phénomènes de turbulence, et tout ça toujours mis en rapport avec certains de mes textes purement poétiques, qui n'ont pas de rapport direct avec la turbulence, mais il y a une forme de turbulence poétique dans la syntaxe que j'utilise, parce que c'est effectivement aussi un petit peu réfléchi. Et dans l'articulation que l'on peut voir entre ma poésie, quand je dis qu'elle est très distincte de mes recherches scientifiques, dans l'expression des contenus, il y a tout de même un rapport, il y a toujours un rapport structurel, puisque finalement c'est le même individu, donc il doit bien avoir un rapport. Et le rapport, effectivement, c'est dans la structure, la disposition spatiale. C'est-à-dire progressivement au cours de ma poésie, où j'ai beaucoup évolué évidemment en tous mes poèmes de jeunesse et puis les poèmes plus tardifs, finalement mes travaux sur la topologie ont fini par avoir une influence sur mon écriture poétique, c'est-à-dire que j'ai fini par écrire des poèmes qui ne doivent plus être lus de façon continue et linéaire, mais des poèmes avec plusieurs entrées, et la façon de lire l'ordre des poèmes, l'ordre des vers, on peut rentrer un petit peu partout dans la page, ça crée des sens nouveaux. Et ça, bon, c'est ce qu'on appelle donc la polysémie, une multiplicité de sens, qui est permis justement par une lecture non conventionnelle et une disposition particulière sur la page, dans l'espace de la page, une disposition particulière des vers et des mots, de façon à ce qu'on puisse y entrer de façon différente, et chaque façon va créer un sens nouveau. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une sorte d'articulation entre certaines de mes préoccupations topologiques et géométriques, et puis l'écriture même, l'écriture des poèmes. Nous nous trouvons ici dans une pièce qui est consacrée plutôt, on va dire que c'est l'espace science, avec deux vitrines. Les vitrines de mes écrits. Alors, cette partie-là, c'est les écrits, mes essais scientifiques, en général de la vulgarisation scientifique, à des niveaux différents. Il y a des livres très abordables que les enfants peuvent lire, et puis des livres un peu plus complexes, notamment L'écume de l'espace-temps, mon dernier ouvrage sur la gravitation quantique. J'aime bien évidemment cette variété de couvertures qui crée une forme d'esthétique. J'ai rajouté également quelques-unes des traductions, parce que j'ai eu la chance d'avoir de nombreuses traductions en langue étrangère, allant du chinois en passant par le bengali, le coréen et ainsi de suite. Voilà. Et à gauche, c'est une autre de mes passions, dont je passe tellement l'occasion de parler, sauf lorsque je publie ces ouvrages-là, c'est ma passion pour l'histoire des sciences. Ce que j'appelle les bâtisseurs du ciel, ce sont ces hommes extraordinaires, les Copernic, les Kepler, les Newton, et puis d'autres, les Galilée, et puis d'autres moins connus, mais qui ont forgé progressivement au cours des siècles notre vision de l'univers. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont dû batailler et lutter, parce qu'ils étaient évidemment contre les idées de leur époque, et c'est ça évidemment qui est fascinant chez les grands créateurs, et c'est là aussi où il y a un rapport avec les plus grands créateurs dans le domaine des arts, comme un Van Gogh, il y a toujours en but avec l'esthétique de leur temps. Donc j'ai consacré actuellement 7 romans, qui sont donc de biographies scientifiques romancées, des grands personnages du passé, plus quelques nombreux DVD. Alors ici, dans cet espace réduit, c'est quand même l'essentiel de mon travail depuis 45 ans, c'est-à-dire mes travaux scientifiques. Alors évidemment, les travaux scientifiques, que peut-on montrer ? Ici, j'ai apporté quelques documents un petit peu originaux. Bon, par exemple, ma première simulation de trou noir de 1978, qui avait été publiée initialement sans équations techniques dans la revue La Recherche, et puis j'ai mis en dessous le véritable article technique qui, lui, avait été publié début 1979 dans une revue spécialisée, Astronomie and Astrophysics, avec toutes les équations. Et j'ai reproduit sur le mur la comparaison entre la simulation de 1978, qui est à gauche, que j'avais finalisée à la main, puisqu'à l'époque, les ordinateurs ne permettaient pas d'avoir de logiciel pour reproduire cette image. Donc j'avais simplement des tableaux de chiffres, et j'ai tracé à la main 10 000 points sur une feuille transparente qui servait de négatif en fait, en mettant donc une densité de points proportionnelle au flux lumineux que mon calcul de relativité générale avait permis de faire. Et après j'avais pris le négatif du négatif pour en faire cette image. Et comme vous le savez, 40 ans plus tard, en 2019, il y a cette première image télescopique, en tout cas une reconstitution d'images télescopiques prises par une série de radiotélescopes dans ce vaste projet qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, qui répartit un ensemble de radiotélescopes sur la planète entière pour avoir la résolution suffisante, la finesse de vue suffisante pour accéder pour la première fois à l'échelle spatiale, ce qu'on appelle l'horizon des événements d'un trou noir géant qui se trouve au centre d'une galaxie extrêmement lointaine. Donc voilà, donc la comparaison entre ces deux images où on trouvait les caractéristiques
caractéristique essentielle de l'horizon des événements au centre, et puis entouré de ces structures gazeuses avec une partie lumineuse, parce que c'est la partie qui s'approche de l'observateur, et avec cet effet Doppler que j'avais été le premier à introduire dans la simulation, on a une amplification du flux lumineux dans la partie du gaz qui s'approche de l'observateur lointain. Et puis dans cette petite vitrine, mes autres travaux sur le trou noir ont été consacrés à ce que j'appelais les crêpes stellaires, c'est-à-dire la façon dont des étoiles frôlant des trous noirs géants pouvaient être détruites par les forces de marée. Donc là, il y a l'article d'origine qui a été publié dans la revue Nature en 1982. Après, mes travaux sur les univers chiffonnés, c'est-à-dire les études sur ce que j'appelais la topologie cosmique, essayer de produire des modèles d'espace qui, je le répète, ont influencé d'ailleurs certaines de mes créations à la fois poétiques et en art plastique, avec l'article original, la couverture de la revue Nature en 2003, où nous avions pu proposer, suite à la délivrance de quelques données astronomiques sur le rayonnement fossile, on avait étudié ça de près, on avait étudié les modes vibratoires du très jeune univers, et nous avions fait une proposition d'une forme d'espace qui avait fait la une de la revue Nature et qui a suscité des centaines de travaux ultérieurement, à travers une forme d'espace très particulière qu'on avait appelée l'espace sphérique dodécaédrique de points carrés. Donc voilà un petit aperçu de quelques-uns de ces travaux scientifiques qui restent tout de même évidemment l'essentiel de mon activité, étant entendu que depuis maintenant quelques années, je me penche davantage sur les problèmes dits de gravitation quantique, où après avoir donc pratiqué l'astrophysique relativiste, je me suis intéressé, comme les physiciens théoriciens du XXIe siècle, à la jonction possible entre la relativité générale d'Einstein et puis la physique quantique, pour essayer de mieux comprendre les mystères qui restent, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment le Big Bang, ça n'a pas pu commencer en un point, bien entendu, qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond d'un trou noir, ce n'est pas non plus une singularité, et donc pour cela on pense qu'il faut élaborer des théories qui sont encore en construction. Il y a plusieurs des candidats, théorie des cordes, de gravité à boucle, géométrie non commutative, tout ça. Et donc, depuis quelques années, j'essaie de faire la part de ce qui est bon et de ce qui est moins bon dans ces différentes approches, dont aucune n'a pour l'instant abouti. Et c'est ma passion actuelle concernant la recherche.